Alors, chers amis auditeurs du mouvement Action Justice, bonjour! Bienvenue à notre premier rendez-vous mensuel 2016 portant sur les nombreuses injustices générées par le système de protection de la jeunesse au Québec. Mon nom est Gilles Boivin, étant l'un des membres fondateurs et président de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, communément appelée CFDPJ. Il me fait réellement plaisir, encore une fois, en 2016, d'être avec vous sur Radio Centre-Ville 102,3 FM et de seconder ou remplacer, comme d'habitude, le dernier vendredi du mois, M. Hadj Zitouni, dans l'animation de différents sujets touchant notre thématique. Et comme toujours, pour m'accompagner, mon comparse, M. Yann Stoll, aussi membre de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ, et notre éternelle et appréciée référence historico-politico-légale en protection de la jeunesse. Bonjour, M. Stoll. Bonjour, M. Boivin. Bonjour, comment allez-vous? Chers auditeurs. Prêt à affronter 2016 avec moi? On ne sait pas, on va voir. Nous aurons aussi avec nous ce matin deux invités dont nous avions apprécié la présence lors de notre émission du 27 novembre dernier et que nous n'avions pas fini de cuisiner en rapport avec leurs expériences avec la DPJ. Tout d'abord, Madame Marie Brossard, un pseudonyme, qui nous instruira de son vécu à titre de grand-mère en rapport avec le sujet du jour. Bonjour, Mme Brossard. Bonjour, M. Boivin. Ça va bien? Bonjour à vos auditeurs. Bonjour, M. Stoll. Bonjour. Par la suite, nous entendrons à nouveau, et avec plaisir, Mme Larose, un pseudonyme également, qui nous entretiendra, elle, de son vécu de mère face à la DPJ. Bonjour, Mme Larose. Bonjour. En fait, la question du jour sera la suivante. Les visites supervisées dans le cadre de notre système de protection de la jeunesse au Québec sont-elles réalisées de façon acceptable? Sujet très épineux, s'il en est un, et c'est ce dont nous traiterons dans l'heure qui vient. Mais auparavant, j'aimerais souligner, comme d'habitude, que si vous désirez nous faire parvenir vos commentaires, nous faire part de vos questions ou obtenir de l'information concernant une problématique que vous pourriez vivre, vous pouvez le faire en nous écrivant à info@mage-Québec sans accent.com. Donc, info@maj-Québec.com ou encore SAIVDPJ, SAIVDPJ, @hotmail.com. Ou encore, si vous préférez par la poste, à SAIVDPJ, donc SAIVDPJ, 354 rue Joseph-Germain à Bois-des-Filions. Code postal J6Z4J1. Donc J6Z4J1, 354 Joseph-Germain, Bois-des-Filions. Maintenant, Qu'est-ce que les visites supervisées? vous allez voir. Maintenant, lorsque l'on parle des fameuses visites supervisées par la DPJ, de quoi parle-t-on? Où les parents et grands-parents vont rencontrer leurs enfants ou petits-enfants, je peux vous dire qu'à la CFDPJ, on en a entendu et vu de toutes les couleurs. Visite à des lieux très éloignés de la résidence des parents, visite durant les heures de travail des parents, et pas de flexibilité là, au niveau de l'horaire de visite. Visite de l'enfant 1 heure, une fois par semaine, ou par 2 semaines, ou par mois, ou par 2 mois, ou encore plus espacé. Visite avec un accompagnateur témoin superviseur, appelez-le comme vous voulez, totalement incompétent. Oui, monsieur Boivin, mais ça c'est le côté technique. Quand des visites supervisées sont déjà imposées,
Mais qu'est-ce que les visites supervisées, qu'est-ce que la DPJ et le système visent par ça, par l'imposition de visites supervisées? Nous allons en traiter amplement aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que dans certains cas, les accompagnateurs lors des visites supervisées peuvent être excessivement suspicieux ou à l'attitude biaisée négativement et incapables d'objectivité, d'analyse ou de compréhension. Droit de visite sujet à chantage aussi, on voit ça souvent, pour ce qui est des visites supervisées. Frais associés et préalable à la visite supervisée. Donc, la liste peut être très longue. Et justement, qu'en pensez-vous, Yann? Vous avez commencé à prendre la parole. C'est un sujet que vous connaissez? Bien sûr, c'est très récurrent. La visite supervisée, c'est essentiellement une technique parfaitement perverse pour briser la résistance de la famille. Imaginez, chers auditeurs, que si vous êtes parent, que vous devez plus voir vos enfants, sauf avec la supervision d'une tierce personne, une fois par semaine, une fois par deux semaines, ou même une fois par mois. Imaginez vos émotions, vos sentiments, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on vous impose comme fardeau? Vous ne pouvez pas montrer votre colère, votre frustration parce que l'enfant va en souffrir. De l'autre côté, la DPJ tente à démontrer, à inculquer à l'enfant la notion que vous êtes coupable, vous êtes indigne parent. Sans aucune preuve à l'appui de ça, c'est parce que c'est imposé à toutes sortes. Tous les propos, c'est une des premières choses que la DPJ impose pour briser la résistance. Très intéressant parce que effectivement, lorsque les parents se retrouvent ou les grands-parents lors des visites supervisées avec leurs enfants, souvent ils sont considérés pratiquement comme des criminels à surveiller. C'est ce qu'on a pu constater souvent. Mais c'est ça l'essentiel de ça. Ouais. Parfois, ils vont même venir 2 intervenants pour venir renforcer la position de dangerosité d'un parent. Moi, pendant de nombreuses années, là, c'était 2. Où est-ce qu'on peut voir des visites supervisées dans d'autres circonstances, dans une société, dans une culture prétendument aussi développée comme la nôtre? C'est en prison. Ouais. N'est-ce pas? Et dans aucun autre contexte, dans aucun autre contexte, on ne peut voir cette immixtion arbitraire de l'État dans la vie privée des gens. Absolument. Quand une personne est en prison, évidemment, ça va comme de soi. Il est coupable de quelque chose, il est accroupi en prison, et la famille ne peut le voir qu'entouré de gardiens, etc. Mais dans le contexte de la protection de l'enfance, cette mesure est imposée systématiquement. C'est-à-dire, même qu'il n'y a pas encore un début de preuve de méfaits de parents, on l'impose ça. Alors, on dit pour des motifs préventifs, mais... Désolé. J'ai quelques difficultés. Mais sans preuve, évidemment, il faut parler de l'arbitraire, d'une imposition arbitraire. Alors, c'est pourquoi je dis, c'est pour briser la résistance de la famille. On n'a pas de preuve, mais on a un pif des intervenants. Aujourd'hui, dans notre système, c'est valable. Le pif de l'intervenant, c'est aussi valable qu'une preuve scientifique. Voilà. Alors, on torture carrément la famille par ces mesures perverses. Mais c'est à l'enfant qu'on fait du tort. Justement, madame. Bien sûr. Mais aussi en même temps aux parents, évidemment. Oui. Sauf parent est supposé d'être adulte, de supporter plus de tension que l'enfant. Madame Brossard, à titre de grand-mère visitant son petit-fils, vous avez vécu ces fameuses visites supervisées. Exactement. Dans votre cas, là, comment ça s'est passé? Pouvez-vous nous parler de votre expérience?
Certainement, parce que moi, quand j'ai accepté ça au début, c'est le procureur du papa qui m'avait demandé si j'acceptais j'avais demandé des droits d'accès à l'enfant, et il m'avait demandé si j'acceptais d'avoir des visites supervisées par la DPJ. Moi, j'ai dit que je n'en avais pas besoin parce que j'avais pris soin de l'enfant pendant 2 ans, de sa naissance jusqu'à son anniversaire de 2 ans, et sans aucune supervision et à la demande des parents. Mais j'ai dit, si c'est comme ça que ça doit se passer, alors j'ai dit, j'ai pas d'objection, parce que moi, je pensais que ça, c'était pour s'entendre avec l'intervenant de la DPJ, avec la maman et avec moi, pour les dates des visites, et puis la durée des visites, et les lieux des visites, et des activités à faire avec l'enfant. Et votre petit-fils avait quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, il fait 3 ans. 3 ans maintenant. On vous expliquait pas le principe de visite supervisée? Non. Pas les détails, en fait, alors donc, moi j'ai pris un premier rendez-vous avec l'intervenante de la DPJ. J'avais demandé des visites à chaque semaine. Elle m'a dit non, elle dit, ça va être aux 2 semaines. Alors, j'ai accepté ça aux 2 semaines. Alors, au début, ça a été 2 fois aux 2 semaines. Après ça, combien de temps aux 2 semaines? 1 heure. 1 heure seulement aux 2 semaines. Après ça, elle a mis ça aux 3 semaines. 1 heure aux 3 semaines. Alors là, je trouvais que c'était long pour l'enfant, un intervalle de 3 semaines entre les visites, mais je veux dire, il n'y avait pas de choix, c'est ça, où il n'y en avait pas. Où il n'y en avait pas du tout. Parce que quand les visites sont supervisées, souvent, il y a une ordonnance d'un juge du tribunal de la jeunesse qui dit que les contacts de la famille avec l'enfant vont être décidés et supervisés par la DPJ. Alors donc, leur pouvoir leur vient d'une ordonnance du tribunal. Non, il y a des visites supervisées imposées sans ordonnance du tribunal, ou même avant l'audience. Par contre, en vertu de l'article 9 de la LPJ, Madame a raison, ça doit vraiment être un juge qui vient interdire ou suspendre ou limiter ou modeler les contacts. Ça devrait toujours venir d'une ordonnance d'un juge. En principe, mais le principe même de protection de la jeunesse, de cette politique, est biaisé à la base parce que il est autorisé de ne pas respecter les droits fondamentaux, premièrement. Deuxièmement, le directeur de la protection de la jeunesse n'a pas besoin d'un mandat signé par le juge. Le mandat vient du directeur général des centres jeunesse, c'est-à-dire le directeur des prisons pour les enfants, qui signe ordonnance d'arrêter et de prendre l'enfant de son milieu pour l'enfermer soit dans le centre de jeunesse ou dans une famille d'accueil. Les visites supervisées, au fond, on prononce la culpabilité des gens avant même qu'il y ait, comme je dis, le début de preuve. Début de preuve, ça veut dire je commence à assembler comme enquêteur des preuves, n'est-ce pas? Mais il n'y en a aucune et on l'impose ces visites supervisées. Alors, si on considérait le parent ou le grand-parent dangereux. C'est ça, a priori, on est suspect. Alors, c'est une méthode, c'est une technique qui cherche à inculquer à l'enfant, votre parent, ton parent est quelqu'un méchant, quelqu'un qui est indigne de ton amour, etc. C'est extrêmement vicieux. Et dans votre cas, Madame Brossard, qui était votre accompagnateur? C'est l'intervenante qui était au dossier de l'enfant, parce qu'il y avait un dossier qui avait été ouvert à la DPJ concernant l'enfant. Alors, ça a toujours été une intervenante? Oui. Alors, ça a été au début. Après, ça a été aux 2 semaines. Après ça, quelques temps, ça a été 2 fois aux 2 semaines. Après ça, elle a mis ça aux 3 semaines. Ça a été quelques temps aux 3 semaines. Puis quand le dossier est venu à la cour, là, elle demandait 1 fois aux 2 mois. Alors, moi, j'ai parlé à plusieurs personnes de ça, de cette fréquence, et puis tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était absolument complètement déraisonnable. Aux 2 mois. Alors, sauf que c'est ce qui a été ordonné par le tribunal. Alors, donc, ça a été aux 2 mois pendant un certain nombre de mois. Et lorsque le dossier devait revenir de nouveau
à l'été dernier, devant le tribunal, là, l'intervenante, elle demandait un maximum de 4 fois par année. Un maximum de 4 fois par année. Un maximum. Alors là, ça devenait aux 3 mois. Sauf que, vu qu'il n'y a pas eu d'audition à cette affaire-là, que le dossier a été fermé, alors cette recommandation-là n'a pas eu Bien lieu. sûr, quand on franchit le premier pas de la perversion, après on joue avec ces nuances. On va encore serrer la vis, etc. C'est un jeu manifestement psychopathique. Est-ce qu'on vous a donné des raisons pour dire ben là on met ça aux 3 semaines, on met ça au mois, on met ça aux 2 mois, aux 3 mois? Quelles étaient les raisons évoquées? Non, pas du tout, parce que tout est confidentiel au tribunal de la jeunesse. Les grands-parents, vous n'avez jamais su pourquoi? On n'a pas droit. Non, il n'y a pas de... Et quand vous voyez finalement votre petit-fils après 3 semaines ou un mois ou 2 mois, quelles étaient ses réactions à votre petit-fils? Oh, il était content. Ah oui? Il était content au début de la visite, et puis... les visites se déroulaient bien, sauf que les visites supervisées, il faut savoir que ça, c'est la DPJ qui décide. C'est l'intervenante qui décide de la date des visites, de la durée des visites et de l'endroit où se dérouleront les visites. C'est ce que je viens de dire. Et dans notre cas, c'est pas la justice. Elle exigeait que les visites supervisées aient lieu dans un local de la DPJ qui n'était absolument pas approprié pour l'enfant. Ah non? La table était trop haute. Quel genre de local? Est-ce que vous pouvez nous décrire ça? C'est difficile à la radio, mais ça va l'air de quoi, ce local-là? Ben, un petit local, une petite pièce très, très, très petite. Il y avait, 10 pieds par 10 pieds, à peu près? Peut-être au maximum. Mais ça dépend pas de la pièce ici. Mais il y a des endroits qui sont plus vastes, il y a des endroits qui sont plus exigus. Ça n'a pas d'importance. Mais dans votre cas, vous, c'était une petite pièce. Une petite pièce, et puis il n'était pas approprié pour l'enfant parce que la table était à la hauteur comme la table dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Là. Et puis si l'enfant était assis sur la chaise, ben, il ne rejoignait pas la table. Okay. Alors, au minimum, il devait se tenir à genoux sur la chaise pour être capable de rejoindre la table, pour être capable de faire les jeux, les dessins, les casse-têtes. Et vous disiez qu'il était très content de vous voir. Oui. Mais moi, je dois vous dire avant ça là, que par exemple, moi, j'avais demandé 3 activités de lecture pour l'enfant parce que chez nous, les propriétaires paient, c'est gratuit pour les familles. D'accord. Et puis, c'est fait par l'activité est faite à la bibliothèque locale par une intervenante spécialisée pour les enfants. Et l'activité a été refusée 3 fois. 3 fois, les visites ont eu lieu au local déterminé par la DPJ. Puis j'ai moi-même assisté personnellement une date où l'enfant n'a pas été autorisé à assister à l'activité de lecture. Alors, je suis allée moi-même. Et là, il y avait d'autres enfants du même âge, là, 3 ans, 4 ans. Et puis après l'activité de lecture, il y avait une activité de bricolage. Et puis, tout ça était tout à fait approprié pour le développement de l'enfant. Puis les enfants qui participaient à ça. Mais le but de visite supervisée, c'est pas ça. Okay? Non. Madame Brossard, on s'égare un petit peu de sujet. Mais elle aurait pu venir, elle aurait pu se déplacer elle-même et superviser la visite à la bibliothèque alors que l'enfant aurait assisté à l'activité de lecture. Ce que vous dites, c'est que ça aurait pu être, selon vous, ça aurait pu être adéquat de dire, ben OK, on va emmener l'enfant dans un milieu et que l'intervenante vienne superviser la visite, que ça ne soit pas nécessairement dans un petit local. Absolument. Okay. Faire une activité. C'est ce que vous avez souhaité. Oui, absolument. Ça a été refusé. Et vous, on s'est déjà parlé de la durée de ces rencontres-là. Vous m'aviez mentionné qu'on dit 1 heure par semaine ou par 2 semaines ou par mois ou par 2 mois. Mais est-ce que c'est vraiment 1 heure finalement en plus? C'est-à-dire, à l'intérieur de l'heure, au début, ça prend 5 minutes pour s'installer. Et à la fin, quand c'était l'hiver, ça prenait 5 minutes pour serrer les jouets et un autre 5 minutes pour s'habiller. Donc, la visite, en réalité, c'était 3 quarts d'heure.
la durée de la visite, c'était 3/4 d'heure. Donc, si on voit l'enfant aux 2 mois, ça devient 45 minutes aux 2 mois. Oui, exactement. C'est complètement fou. J'ai ouï dire que il y a des coûts qui sont demandés à certaines personnes. Ça vous est arrivé? Oui, moi, on m'a demandé de défrayer le gaz pour le transport de l'enfant au lieu de la visite où la DPJ avait déterminé là, que la visite aurait lieu. Là. Parce que moi, j'ai jamais exigé de déplacer l'enfant. Moi, je pouvais me rendre personnellement à l'endroit où l'enfant se trouvait, proximité. Il y avait même une DPJ là, à proximité de l'endroit où se trouvait l'endroit du domicile de l'enfant, mais cette intervenante-là n'a pas voulu du tout que les visites aient lieu à cet endroit qui était proche de l'enfant. Elle exigeait que ça ait lieu à une installation de la DPJ qui était beaucoup plus loin, à peu près 2 fois plus loin. Et on m'a demandé de défrayer le gaz pour le transport de l'enfant. Je me suis adressée à la Commission des droits de la personne qui m'ont dit que je n'avais pas à payer ça. J'ai communiqué avec l'ombudsman de la DPJ qui m'avait dit aussi que je n'avais pas à payer ça, sauf que, évidemment, si je ne payais pas, la visite n'avait pas lieu. Et même, à un moment, au début, je payais à la fin de la visite, et puis à un moment donné, on me demandait de payer au début de la visite. Et si je ne payais pas au début de la visite, on repartait avec l'enfant, et la visite n'avait pas lieu. Donc, il y avait un certain chantage. Absolument, absolument. Ça, ces fois-là, j'ai payé sous chantage, parce que moi, j'avais prévu des belles activités, comme les activités musicales pour l'enfant, là, avec un clavier, puis tout ça. Alors, si la visite n'avait pas eu lieu, bien, l'enfant aurait été privé de cette activité-là. C'est l'enfant là, qui aurait été... Alors, c'est un très beau témoignage de désintégration de notre société, de son vraiment pourrissement ultime, où on expulse l'enfant de sa famille. Une pauvre victime totalement innocent. On le sacrifie pour le système. Pour les idéaux complètement déconnectés de la réalité. Voyez-vous... Où ce qui est illicite passe pour licite et ce qui est licite passe pour illicite. Et c'est des choses décrites déjà par Shakespeare dans son Iliade, etc. C'est la désintégration pure et simple de la société occidentale, de son corruption totale des mœurs et des conceptions de ce qui est humain et de ce qui est inhumain. C'est parce qu'ils sont censés... Surtout, c'est cette absence de justice. Ils sont censés agir pour la protection de l'enfant et dans l'intérêt de l'enfant. Et chacune de leurs décisions doit être prise en fonction de l'intérêt de l'enfant. Je peux vous donner une anecdote survenue lors d'une visite supervisée. D'habitude, les visites, il y a comme une espèce de vitre miroir, c'est-à-dire que de l'intérieur, c'est le miroir que l'on a, mais de l'autre côté, il voit exactement qu'est-ce qui se passe dans la salle. Alors, une visite où la maman assistait, était venue reconduire l'enfant, puis elle assistait pendant la visite avec l'intervenante. Alors, l'enfant savait que de l'autre côté de la vitre, sa maman était là avec l'intervenante. À un moment donné, il entend sa maman parler. Puis là, nous autres, on était après jouer avec les petites autos. Là, on faisait des courses avec les petites autos, puis tout ça. Alors, lui, il prend une auto bleue, et puis il voulait aller la porter à maman. Il savait qu'il était de l'autre côté de la vitre, là. Peut-être pour inviter maman à venir se joindre à notre jeu, comme on faisait quand moi, je prenais soin de l'enfant là, chez lui là, jusqu'à l'âge de 2 ans. Là, maman venait souvent se joindre au jeu. Alors, quand il est allé pour porter la petite voiture à sa maman, il a été reçu en disant « C'est une visite supervisée avec grand-maman. Tu restes avec grand-maman. » Et on lui a claqué la porte au nez 2 fois. Quelle compréhension, quelle pédagogie. Était-ce dans l'intérêt de l'enfant? Moi, je n'aurais eu aucune objection à ce que maman vienne jouer avec nous aux petites autos, là, au trajet que l'on faisait, puis aux courses. C'est un très bel exemple, parce que si l'enfant exprime un besoin, exprime un intérêt, et si on se préoccupe de l'intérêt de l'enfant, on se préoccupe de son développement, et ils sont forts à accuser des gens par rapport au fameux article 38, sécurité et développement de l'enfant.
enfants. Mais justement, est-ce qu'on s'en est préoccupé dans ce cas-là? Pas du tout. Excusez-moi, mais on se foutait du développement de l'enfant. La seule chose qu'on voulait, c'est qu'on respecte la structure de la rencontre, de la fameuse visite supervisée. Voyons donc. Mais face à ces difficultés-là que vous avez vécues, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez essayé de faire des choses, puis qu'est-ce que ça a donné? Bien, c'est ça. Moi, quand il y avait des belles activités... Vous avez parlé d'ombudsman tout à l'heure. Oui. Quand il y avait des belles activités, comme les activités de lecture et tout ça, là, j'avais demandé que les visites supervisées aient lieu à ces endroits-là. À ce moment-là, c'est l'intervenante qui se serait déplacée pour superviser la visite à l'endroit où se trouvait l'enfant. Et non pas l'enfant qui devait partir de chez lui pour aller dans une salle tout à fait inappropriée pour l'enfant. Incroyable. Ouais. Yann, vos réactions là-dessus, avant que nous passions à la pause? Non, pas vraiment. Non? Parce que la visite supervisée, ça veut dire que c'est un petit local, là, très, très, très petit, 10 par 10 si vous voulez, où il y a une vitre qui est un miroir pour quand on est à l'intérieur de la pièce, et de l'autre côté, l'intervenante voit qu'est-ce qui se déroule dans la pièce. Parfait. Ben, merci, Mme Brassard. Avant de passer à notre deuxième invité, je vous propose, chers auditeurs, une petite pause musicale et on se retrouve pour la suite avec Mme Larose.
ta présence me donne la sérénité, me rend toujours joyeux. Le bien que tu fais, le bien que tu m'apportes, le bien que tu fais, le bien que tu m'apportes. Alors, chers amis, nous sommes de retour. Alors, en passant, si durant la pause, vous avez apprécié la pièce musicale que vous avez entendue, puisqu'on m'en a parlé suite à la dernière émission, bon, sachez qu'il s'agit d'une pièce d'un nouveau groupe québécois spécialisé dans le gospel rock progressif. Le groupe a son image et la pièce s'intitulait « Devant ta majesté ». Alors, si cela pique votre curiosité, vous pouvez toujours nous écrire à rcfdpj@hotmail.com pour plus d'informations. Maintenant, j'ai bien hâte d'entendre la réponse de notre deuxième invité à la question du jour. Les visites supervisées dans le cadre de notre système de protection de la jeunesse au Québec sont-elles réalisées de façon acceptable? Madame Larose, en réponse à cette question, quel a été votre vécu? Pouvez-vous nous parler de vos expériences de visites supervisées à titre de mère de famille? Oui. Parce que vous aviez, vous avez 6 enfants et il y en a 2 pour lesquels vous avez participé à des visites supervisées. Ben dans le fond, pour 4 d'entre eux, dans le fond, j'ai eu 4 enfants de placés. Par contre, c'est sûr que les modalités de contact avec les plus vieux puis les plus jeunes, ça a été des choses différentes, là. D'accord. Ben je pourrais dire, en tout cas, que ce que je retire de tout mon parcours, dans le fond, puis c'est plusieurs années de visites supervisées, là, tout dossier confondu, c'est j'ai rien retiré. D'accord. Ben, tu sais. Faites-moi plus précis. Ben, j'ai vu mes enfants pendant longtemps, entre autres, à la transition à Montréal, que c'était géré par Mme Hubert et par M. OK, ça se passait à la transition à Montréal. Ça s'appelle comme ça? Oui, ça s'appelait comme ça. Dans le fond, ces gens-là, dans le fond, eux autres avaient le mandat de superviser environ, je dirais, entre 100 et 200 familles là, par semaine de visites supervisées, toutes reliées avec la DPJ. Alors, comme on dit, on crache pas sur la main qui nous nourrit. Mais en passant, cet établissement-là, était-il loin de chez vous? Ben,
Non, c'était relativement proche. Ok. C'est les enfants Ok, qui se comment ça déplaçaient de loin pour pouvoir aller à cet endroit-là. Donc, moi, j'avais un enfant de placé à Belleuil dans la Montérégie. Donc, on déplaçait l'enfant vers Montréal. Et j'ai un autre enfant chez mon oncle et ma tante dans la Naudière à Repentigny. Donc, eux se déplaçaient beaucoup plus loin que moi avec les enfants, là. Cet endroit-là, dans le fond, c'est un endroit que, c'est ça, fallait souvent payer pour pouvoir voir nos enfants. En vous aussi? Oui. Mais moi, c'était surtout une fin de semaine sur 2, dans le fond, j'avais mes plus grands enfants, que eux autres, je voyais pas de manière supervisée encore à l'époque. C'est venu un peu plus tard. Alors, quand je me présentais, puis que j'avais la garde de mes enfants, puis que je me présentais un week-end pour aller voir mes enfants, je devais payer 25 $ de l'heure par enfant qui m'accompagnait. Donc, on part de là, c'est 150 $ à porter 2 enfants parce que j'étais là 3 heures par semaine. 1h30 avec le plus jeune, puis on relayait 1h30 avec le plus grand. Fait que dans le fond, on était là 3 heures en tout et partout. Et le 150 $ couvrait quoi? Juste mes enfants qui m'accompagnent. OK, puis ça couvrait le transport, les frais de transport, comme disait Mme Brosson? Pas du tout, j'apportais mes enfants avec moi. Ça couvrait rien d'autre que mes enfants puissent être admis, dans le fond, pour voir la fratrie. Parce que si moi, je voulais que mes enfants puissent se voir ensemble, maintenir un contact entre la fratrie, c'était à moi de débourser, dans le fond, 150 $ pour que mes plus vieux puissent venir. Ça allait à la maison de la transition, là. Puis je devais aussi, toujours obligatoirement, 48 heures, c'était l'idéal. Sinon, j'avais beaucoup d'harcèlement, au moins 24 heures à l'avance. Donc, je me déplaçais, j'allais payer les sous et le lendemain ou le surlendemain, je me redéplaçais et j'allais voir mes enfants. Oh là, vous aviez à vous déplacer donc 2 fois. Une fois pour payer, puis une fois pour aller voir vos enfants. Exactement. Voyons. Là-bas aussi, c'était très mésadapté, comme Madame disait. C'était des pièces très, très petites. 10 par 10, c'était vraiment une grande pièce. Moi, je voyais 4 enfants là-dedans, souvent supervisés de 2 intervenants parce que, c'était pas les mêmes dossiers, les mêmes intervenants. Donc, il y avait toujours 2 intervenants. J'étais une très dangereuse aussi. Ah, vous aviez 2 intervenants, vous, là? Oui. Vous êtes supervisé? Oui, toujours 2 intervenants. Vous étiez effectivement très dangereuse. J'étais très dangereuse. Donc, c'est ça. Vu mes enfants-là. Puis là, il se passait toutes sortes de choses. C'est moi qui paye 150 $. Une fois, je me rappelle, j'apporte un buffet avec plein de sandwichs, des crudités, du fromage, tout ça. Mes enfants, bien évidemment, mangent pas tout. Alors, les dirigeants, Mme Hubert directement et son mari viennent carrément me réquisitionner mon buffet pour donner à manger à leurs ressources des enfants de 3 à 5 ans avec des lourds handicaps au niveau de l'attachement, là. Au 3e étage, il n'avait pas eu le temps d'aller faire l'épicerie, il revenait de voyage et tout ça, fait qu'il avait réquisitionné mon lunch, puis une autre fois aussi des macaronis, même principe, les dirigeants sont en voyage, Mme Hubert, son mari, les intervenants, ils n'ont même pas une tranche de pain pour leurs ressources d'hébergement d'enfants, alors on vient réquisitionner ma bouffe. Moi, je me tanne de ça, un moment donné, je les dénonce, puis toutes les personnes qui nous supervisent aussi, j'apprends que, le gendre de Mme Hubert et M. Roy, dans le fond, c'est un aspirant pompier, c'est un professeur pompier aussi à une école. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui sont des étudiants pompiers. Puis eux autres, ils supervisent les rencontres avec les enfants, mais ils n'ont rien de positif à nous apporter. Je veux dire, ils connaissent rien aux enfants. C'est une supervision compétente. Oui. Madame Laroche, j'ai une question à vous poser. Vous en parlez comme d'une routine, puisque ça durait des années. Mais est-ce que vous pouvez vous revenir en arrière mentalement, qu'est-ce que ça vous a fait la première fois quand on vous a parlé des visites supervisées? Est-ce que vous êtes capable de vous remémorer quelle émotion au ça début, moi, j'ai été super chanceuse parce que les premières années, c'était supervisé par mon père et ma sœur. Les premières années, là, je vous parle de ça il y a presque 10 ans, 8-9 ans. Ah, OK, c'était Ensuite de ça, ça Ils étaient avec vous dans le local? Non, c'est eux autres qui me supervisaient carrément. Là. Je voyais mes enfants, puis c'était mon père puis ma soeur qui supervisaient les rencontres. On allait au camping. C'est incroyable. Ensuite, un nouvel aspect de perversité, vraiment. Ensuite de ça, ils ont commencé à parler d'adoption. On imposait à votre père et à votre sœur qui ont accepté pour vous aider, j'imagine,
de vous superviser. Oui. Ça n'a aucun bon sens, vraiment. Qui peut avoir une telle idée dans la tête, imaginez? Est-ce qu'on peut être sain d'esprit avoir une telle idée? Ouais. Sauf qu'entre un pompier ou ses parents... c'est sûr que le contexte n'était pas le même. Ensuite, c'est ça, les rencontres ont été supervisées là, à la transition. Bon, je me suis aperçue que le personnel n'était pas super chevronné, que dans le fond, je recevais pas de retour aussi sur mes rencontres. Tout se passait super bien, mais dans le fond, on n'évoluait pas dans le temps. Tu sais, ça n'avançait jamais, ça menait nulle part. À l'eau, la compétence. Exactement. Alors, bon, ensuite est venu, bon, j'ai un de mes enfants qui a été adopté suite à ça. Bon, le lien s'est brisé, tout ça. Bon, perdu à vie. Mais là, pour les autres enfants, ils voulaient encore me renvoyer à la transition. Aujourd'hui, c'est géré par le YMCA, mais c'est toujours les mêmes gens en poste, le même gendre, la fille de Monsieur Roy, Madame Hubert, ouais, les autres travaillent pour le YMCA maintenant, fait que c'est toujours la même gang d'incompétents dans le fond. Fait que j'ai pas voulu retourner là, puis là, en passant devant la jauge pour mon fils puis ma fille, les plus vieux, mais là, j'en suis venue qu'à faire un peu des jurisprudences puis à demander, dans le fond, que les intervenants viennent à moi avec l'enfant, qu'on se rapproche de mon milieu de vie. Au début, oui, un milieu neutre, mais à Terrebonne. Moi, j'habite à Terrebonne, puis tranquillement, pas vite, on en est venu, bon, à même ramener les enfants chez nous de cette façon-là. Là, mais il a fallu que la DPJ ouvre son esprit aussi sur les rencontres supervisées. Là. Et ça avait dû à quelle fréquence ces supervisés? Ben, dans votre cas, vous? C'est passé d'un rythme de toutes les semaines. Dans le fond, à toutes les semaines, je voyais mes enfants. Combien de temps? Je dirais peut-être une année. Non, je veux dire, dans une rencontre, quoi, d'une heure, 2 heures, une avant-midi? C'était toujours 3 heures. Puis au début, c'était à toutes les semaines avec les 2 enfants. Puis là, à un moment donné, on commençait à parler d'un projet d'adoption pour un enfant. Automatiquement, lui, c'est tombé à 1 fois par mois. Ensuite, ils ont réduit à 1 fois par 2 mois. Ensuite, 1 fois par 3 mois. Ça, ils appellent ça des contacts humanitaires. Ah ben oui. Il y a certains enfants que quand ils obtiendront pas l'adoption, ils vont les placer à majorité. Puis les contacts humanitaires, 4 fois par année, comme Madame disait, c'est mis en place. Dans votre cas, la DPJ prétend que vous êtes une bonne mère pour certains enfants, mais une mère indigne pour un enfant qui a été adopté. Oui, exactement. Vous vous êtes réconcilié avec cette idée? Vous n'avez pas le choix, j'imagine. Oui, ben, tu sais, j'ai pas le choix de show must go on, comme on dit, la vie continue. J'ai des petits-enfants de 5 ans, 2 ans. Bien sûr. C'est sûr, comme le temps des fêtes vient de passer, ça ramène des grosses émotions. Je pense que j'accepte. Oui, je peux accepter que mon enfant évolue ailleurs, mais j'accepterai jamais la façon que ça s'est passé. Bien Justement, sûr. cet enfant-là, je l'ai vu 3 ans et demi, de l'âge de 3 mois aller jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, mais uniquement de façon supervisée. Ça démontre très bien l'incohérence de toute cette politique. Une mère qui est capable d'élever 4 enfants, mais pas 5e. C'est quoi ces gens-là? Dites-moi, s'il vous plaît. Comment on peut prétendre être expert dans quelque chose et on commet des incohérences semblables? C'est que la notion de temps chez l'enfant et chez l'adulte n'est pas la même. Mais disons un exemple comme moi, on me soulève peut-être un trait dans ma personnalité, donc un trait de la personnalité limite. Alors moi, de bonne foi, je m'en vais consulter à l'urgence de mon hôpital psychiatrique qui est Louis H. Lafontaine. Je suis orientée, je travaille avec des autistes moyens, je veux dire, je suis orientée, je suis bien maquillée, je fonctionne dans la vie. Qu'est-ce que vous pensez que le psychiatre fait? Caseload, on met ça 3 ans en attente, sauf que 3 ans en attente avant d'avoir des services en santé mentale parce que tu n'en as pas vraiment de besoin, mais le temps au tribunal de la jeunesse continue de rouler pour ton enfant et pendant ce 3 ans-là, mais là, madame, elle ne se conforme pas encore à l'ordonnance. Vous aviez recommandé que madame est en santé mentale, madame, elle n'a pas eu accès à des services, mais je suis en attente, madame, tu sais. Des lacunes de système sont imputées. Ben, parce que c'est très facile, puis c'est là qu'amènent souvent les visites supervisées. Un parent va un peu s'objecter à une décision d'un directeur de la protection de la jeunesse. Tout de suite, il est taxé d'une personne avec de l'opposition, qui veut partir en croisade contre les services, qui est taxé d'un trouble mental, soit de bipolarité, soit d'un trait de personnalité limite. On veut que tu ailles consulter, etc. Et la DPJ
DPJ sait très bien que le système, c'est un gros fail quand on envoie un parent en santé mentale puis que ce parent-là, il est assez orienté puis versus quelqu'un qui a les bras ouverts, qui est suicidaire. Qui va passer en premier? Le parent que c'est recommandé dans son ordonnance qu'il y ait un suivi en santé mentale. C'est pas une ordonnance, c'est une recommandation. Le psychiatre, il est pas tenu, lui, de te faire passer en avant de toute la liste de ceux qui sont plus urgents, là, qui ont les bras ouverts, là, qui arrivent, sont suicidaires. Là. Et pendant ce temps-là, la DPJ interprète ça comme étant un refus de votre part, une mauvaise volonté de votre part, un évitement de faire face à vos responsabilités. Madame veut pas admettre qu'elle a un problème en santé mentale, que j'ai pas, hein, parce que... Et comme conséquence, est-ce qu'on vous a fait une forme de chantage là-dessus, du genre, j'ai déjà entendu, ben là, si tu te conformes pas, ben on va espacer tes visites supervisées, Ben, même plus que ça, quand que j'ai dénoncé, dans le fond, la ressource, la transition, où est-ce qu'il se passait toutes sortes d'incohérences, où est-ce que je voyais mes enfants depuis longtemps, j'ai participé à un reportage d'enquête à Radio-Canada en octobre 2012, mais déjà à la fin août 2012, ça jouait déjà contre moi au tribunal, c'est que on avait été mis au courant. Dans le fond, on a fouillé à travers les contentieux, demandé des autorisations. Bon, la DPJ est venue au courant que je participais à un reportage enquête à Radio-Canada. Alors, la juge a suspendu mes contacts avec chacun de mes enfants pour 3 mois. Effectivement, ça c'est un autre aspect de visite supervisée, mais c'est ce que je disais au début de l'émission. Les visites supervisées sont utilisées comme c'est une technique pour briser la résistance de la famille. Alors c'est naturel, c'est normal qu'on utilise ça aussi en représailles contre tout écartement de moutons dociles. Cet endroit-là, on l'a fait fermer. Qui décide d'aller dénoncer ça. On a beaucoup d'exemples. Beaucoup. Cet endroit-là, on l'a fait fermer. Fait que mes revendications, il était vrai, il était correct. Et puis, il y a un enfant encore aujourd'hui, que 3 ans et 4 mois plus tard, on a suspendu mes contacts en septembre 2012. Puis aujourd'hui, en presque février 2016, je ne vois toujours pas mon enfant des suites du reportage d'enquête à Radio-Canada. Absolument. Et jamais la DPJ ne va reconnaître ses torts. Hein. Jamais. Vous restez avec la sanction et Mon conjoint qui est neutre et impartial, dans le fond, c'est que oui, on a des enfants ensemble, mais il n'a pas connu la DPJ. Lui a beaucoup de difficultés à travailler avec les intervenants de la DPJ sur le fait qu'il constate toutes sortes de choses qu'il raconte, puis ils mentent sans vergogne, ils nous poignardent dans le dos, puis il faut encore les accueillir chez nous, puis il faut encore continuer à faire un suivi social pour se faire poignarder dans le dos. Pourtant, on a des lettres qui prouvent qu'on n'a plus du tout de motif de compromission nous concernant, qu'il n'y aurait aucun motif de saisir le tribunal pour aucun de mes enfants chez moi. Ça, c'est la lettre de la DPJ que j'ai reçue, disant que maintenant, j'ai comme une immunité là, sur les signalements non fondés. Là. Parce que j'en ai eu une pelle. C'est parce que la DPJ, ils interprètent les ordonnances là, à la lettre et à la lettre même. Moi, j'ai une anecdote à vous conter là-dessus. Concernant les cadeaux de Noël en 2014, il y avait une visite supervisée qui avait été fixée par la DPJ en décembre, à peu près vers Noël. Et j'avais accepté ça. C'était tout à fait parfait. J'aurais pu remettre les cadeaux de notre famille, puis tout ça. Au mois de novembre, la DPJ, l'intervenante m'appelle, puis elle me dit qu'elle peut pas être libre le 16 de décembre. Elle demande de reporter la visite au 1er décembre. Elle me demandait si j'étais libre. J'étais libre le 1er, alors j'ai accepté. Il y a eu une très belle visite le 1er décembre. Elle me dit rien d'autre. Après le 1er décembre, la semaine suivante, moi, je voulais organiser pour les cadeaux de Noël. C'est là que sa boîte vocale nous disait qu'elle était absente là, jusqu'au 6 de janvier. Alors, parce qu'elle était absente jusqu'au 6 de janvier, là, mais l'enfant, lui, pouvait pas avoir les cadeaux de Noël. Alors là, je me suis adressée à sa supérieure qui a refusé. Elle a dit, vous avez eu votre visite le 1er décembre. Aux 2 mois, votre prochaine visite, c'est le 2 février. Vous donnerez vos cadeaux le 2 février. Mais j'ai eu beau expliquer, madame, le 2 février, là, c'est plus Noël. Les cadeaux de Noël, ça se donne à Noël ou dans le temps des fêtes, là. Alors... on vous force à être début janvier. Oui, alors j'ai
j'ai demandé à la Commission des droits de la personne de faire une intervention, ce qu'ils ont fait sans succès. Alors là, je me suis adressée au curé de ma paroisse, qui a fait aussi une intervention auprès de toutes ces personnes de la DPJ pour expliquer le sens, pour ceux qui sont catholiques, là, le sens de la fête de Noël, puis pourquoi, au mois de février, là, c'est plus Noël. Il n'y a pas eu plus de succès. Avec l'ombudsman de la DPJ, l'ombudsman lui dit votre visite c'est aux 2 mois. Alors la DPJ respecte le 2 mois. Votre prochaine visite c'est le 2 février. Vous donnerez vos cadeaux le 2. Alors il n'y a pas eu de cadeau en 2014, l'enfant. Ouais. Merci. C'est tout un... Oui. Ça, c'est l'intérêt de l'enfant. La DPJ prend l'intérêt de l'enfant. Là. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est comme une belle démonstration que l'intérêt de l'enfant n'est vraiment pas considéré. C'est le système d'abord. Et Mme Larose, vous avez une anecdote aussi dans ce sens-là? Toutes les fêtes, dans le fond, avec la DPJ, que ce soit la fête des mères, fête des pères, Noël, whatever, Pâques, c'est pas des choses qu'ils vont considérer pour donner une visite. Puis moi, j'ai déjà offert des cadeaux un peu comme vous. C'est encore mieux qu'ils les aient pas pris parce que moi, j'ai déjà des 400-600 piastres de cadeaux qui se sont pas rendus aux bons enfants. Là. Ah bon? Oui. Ou même des objets personnels comme quand mon fils était jeune, il est chez mon oncle et ma tante, je devais tout envoyer à la DPJ. Tout devait toujours passer par eux. Ils devaient inspecter ce que j'envoyais, imaginer des... C'était vraiment dangereux. Et des serviettes pour laver les fesses de bébé, des trucs comme ça. Alors, l'intervenante devait tout inspecter et même là, souvent, mon oncle ne recevait pas ce pourquoi nous, on avait les factures, preuves à l'appui. C'est un peu pour prouver que le parent subvient pas aux besoins de son enfant. Là. Il éparpille les affaires que tu ajoutes. Mais moi, dans mon cas, c'est parce que je voulais donner personnellement les cadeaux à l'enfant. Je voulais pas avoir une visite additionnelle à celle que j'avais eue. Je voulais juste avoir 5 minutes pour donner personnellement les cadeaux de notre famille à l'enfant, et c'est ça qui a été refusé. Pourtant, il est assez primordial d'apprendre à l'enfant que la vie en famille, la vie en société se structure. Il y a 7 jours par semaine, etc. Il y a des journées de travail, des journées libres, etc. Il y a des fêtes. On dit, on appelle ça structurer la vie, n'est-ce pas? Et la DPJ utilise ces fêtes qui devraient être structurantes pour l'enfant. Absolument. En représailles contre la famille. Alors, il déstructure exprès la vie de l'enfant. Puis il décourage aussi un peu le parent à se désintéresser de son enfant parce que, tu sais, à un moment donné, là, t'as beau avoir le cœur blindé, mais quand ça fait 4 fêtes en ligne que tu te fais refuser, la fête de Noël, la fête des mères, ta fête personnelle, tu le prends difficilement, là. Ouais. Mais cette année, l'enfant, il a pu avoir ses cadeaux de 2015 et de 2014 parce que quand le DPJ est sorti du dossier avec la maman, ça a été beaucoup plus facile. Et quand j'ai dit ça à la maman pour 2014, sa maman m'a répondu, elle dit c'est moche. Elle dit pourquoi est-ce que tu ne m'as pas téléphoné? Mais moi je pouvais pas lui téléphoner parce que l'ordonnance disait que c'était fixé par la DPJ. Si j'avais téléphoné à la maman, elle m'aurait donné 5 minutes pour que je remette les cadeaux. Mais comme madame disait, il m'aurait probablement fait un outrage au tribunal ou quelque chose comme ça. Si vous voulez expliquer à l'enfant que c'est pas votre faute, ça serait tenu contre vous. Évidemment. En terminant, il nous reste peut-être 1 minute, 2 minutes. Mesdames, je vous pose la question. Que faudrait-il, selon vous, pour améliorer la situation? Mais l'ombudsman de la DPJ, là, ça, c'est une autre personne qui est payée par la DPJ. C'est pas du tout indépendant. Vous appelez ça commissaire aux plaintes, là. Mais ça s'occupe pas de ça. Son rôle, c'est de valider les interventions de la DPJ et de dire qu'ils exécutent l'ordonnance, ils se conforment à l'ordonnance, etc. Ça prend un ombudsman, là, comme le protecteur du citoyen, qui serait indépendant de la DPJ et qui pourrait regarder indépendamment. Moi, je pense même également... ombudsman, celui qui doit protéger les citoyens et leurs droits,
est nommé par le gouvernement. Oui, DPJ, c'est le gouvernement aussi. Aux deux Ça tiers prend des députés de la Chambre. Là. C'est bien. Ça prend aussi des organismes vraiment indépendants, des OBNL qui vont faire la supervision des contacts avec des professionnels de manière indépendante, sans enveloppe budgétaire provenant de la DPJ, même pas aucune forme de don, qui ait aucune ingérence. Donc indépendant, comme vous dites. Oui. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, cette émission tire déjà à sa fin. Il me semble que ça a passé excessivement vite. C'est tout le temps dont nous disposions. Merci beaucoup, Madame Larose. Merci, Madame Brassard. Ce fut un plaisir de vous accueillir et très instructif de vous entendre. Merci, Monsieur Staud. Merci aussi à Anthony à la technique. Espérant que notre sujet a su vous plaire. Nous vous donnons un nouveau rendez-vous le dernier vendredi de février de 10h à 11h pour une autre émission d'intérêt. À la prochaine. Vous écoutez Radio Enfant. Radio Enfant. Radio Enfant. On est toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville 102,3 FM. Quelle grande expérience de faire de la radio. On voit qu'on peut apprendre de tout le monde. Les élèves de Montréal ont beaucoup de choses à vous raconter. Radio Enfant, c'est tous les mercredis de 9h30 à 11h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville 102,3 FM. Ne manquez surtout pas la prochaine émission. L'indépendance journalistique est capitale à mes yeux. Refléter les points de vue, les regards différents sur le même fait de société, c'est refléter notre société démocratique et pluraliste. Je m'appelle Cyril Ekwala, je suis journaliste. Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Un monde différent. Contribuer au maintien de la seule radio communautaire multilingue de Montréal. En donnant maintenant de façon sécuritaire sur radiocentreville.com, vos dons sont déductibles d'impôts. Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville. Radio Centre-Ville, 102,3 FM, un monde différent. Radio Centre-Ville, 102,3 FM.